Bonjour à tous, je m'appelle Charles Coinon et je suis actuellement étudiant en dernière année à l'Institut de formation de Rennes. Je vais vous présenter aujourd'hui mon mémoire de fin d'études sur la détermination d'une différence minimale importante, la DMI, à la mesure de la pression inspiratoire maximale chez les patients atteints de BPCO sévère et très sévère. Ce mémoire a été effectué en collaboration avec l'équipe du centre hospitalier des Pays de Morlaix. Je commencerai par une synthèse de ce travail. En 2010, la Société de pneumologie de la langue française rapporte qu'il est recommandé de mettre en place un entraînement des muscles inspiratoires, EMI, chez les patients atteints de BPCO présentant une diminution objective de la force des muscles inspiratoires. Il recommande également d'effectuer cet entraînement à l'aide de dispositifs avec valve à seuil avec une charge supérieure ou égale à 30% de la pression inspiratoire maximale, la API max. En 2011, la méta-analyse de Gosling et collaborateurs rapporte que l'entraînement des muscles inspiratoires, utilisé isolément, permet une amélioration significative de la force des muscles inspiratoires et une réduction significative de la dyspnée pendant les activités de la vie quotidienne. Mais il était rapporté que cet entraînement des muscles inspiratoires, donné en complément d'un programme de réhabilitation respiratoire, présentait un avantage supplémentaire sur la force des muscles inspiratoires, mais pas sur la dyspnée ou la capacité à l'exercice. Pour terminer sur cette étude, une analyse en sous-groupe a également été réalisée et on retrouvait de meilleurs résultats sur la force des muscles inspiratoires et sur la capacité à l'exercice chez les patients ayant une PI max inférieure ou égale à 60 cm d'eau. Cependant, il mentionnait qu'il était nécessaire de faire davantage d'études pour explorer les divers intérêts de l'EMI. Par conséquent, en 2018, une étude contrôlée randomisée a été mise en place par l'équipe du centre hospitalier des Pays de Morlaix. On retrouvait un groupe avec réhabilitation respiratoire et EMI et un groupe avec réhabilitation respiratoire sans EMI. L'objectif principal était l'amélioration de la dyspnée chez les patients avec EMI, objectivé par le questionnaire MDP. Les conclusions étaient qu'il n'y avait pas d'effet supplémentaire de l'EMI sur la dyspnée dans le cadre d'un programme de réhabilitation respiratoire, mais qu'on retrouvait une amélioration significative de l'API max pour le groupe EMI. Ce mémoire se base donc sur les données des 74 patients ayant suivi ce programme d'entraînement des muscles inspiratoires dans l'étude de 2018. Avec ce que j'ai évoqué précédemment, on peut comprendre que cet entraînement se base principalement sur l'évaluation de l'API max qui est faite à l'admission. Et par conséquent, pour le mettre en place, nous devons être sûrs de l'efficacité de ce test. Les critères de qualité d'un test sont la validité, la fiabilité et la réactivité. Néanmoins, la réactivité, c'est-à-dire la capacité du test à mettre en avant un changement, est encore inconnue, et l'un des moyens d'y parvenir est la détermination d'une différence minimale importante, la DMI. La DMI a été définie comme le plus petit changement clinique qu'un patient jugerait important, selon Jaeschke en 1989. Et je tiens à ajouter également qu'une fois déterminée, cette DMI permettra de calculer la taille de l'échantillon nécessaire pour de futures études cliniques sur le renforcement des muscles inspiratoires. Pour rappel, l'objectif de cette étude post-hoc était d'estimer la différence minimale importante de la force des muscles inspiratoires à l'aide d'un manomètre chez les patients atteints de BPCO sévère et très sévère. Pour ce faire, deux catégories de méthodes ont été utilisées, la méthode basée sur l'ancrage et la méthode basée sur la distribution, comme il est recommandé par Revicki en 2008. La première méthode, par ancrage, se base sur l'utilisation d'indicateurs externes qu'on appelle des encres et qui ont déjà une DMI dans la population étudiée. À gauche, nous retrouvons les différentes encres testées lors de ce travail. Pour la dyspnée, nous avions l'échelle de Borg, le Multidimensional Dyspnea Profile et le Dyspnea 12. Pour l'impact de la dyspnée sur les activités de la vie quotidienne, nous avions le London Chest Activity of Daily Living et l'échelle MMRC. Pour la qualité de vie, le questionnaire Saint-Georges Respiratory Questionnaire. Pour la capacité à l'exercice, le test de marche de 6 minutes, et ainsi que la capacité inspiratoire au repos et la contraction maximale volontaire du quadriceps. Une fois les encres déterminées, une analyse de corrélation avec la mesure de la PI max a été réalisée. Et pour qu'elle soit retenue, elle devait avoir un coefficient de corrélation supérieur ou égal à 0,3 et une valeur P inférieure à 0,05. Et pour finir, nous avons utilisé la courbe ROC avec les encres retenues au test de corrélation afin de déterminer la DMI. La courbe ROC, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation graphique pour chaque valeur possible de la PI max avec un compromis entre sensibilité et spécificité. L'axe vertical de la courbe ROC correspond à la sensibilité, c'est-à-dire au taux de faux positif, et l'axe horizontal correspond à 1 moins la spécificité, c'est-à-dire au taux de faux positif.
Donc pour choisir la valeur avec le meilleur compromis sensibilité-spécificité, on prend la valeur la plus proche du coin en haut à gauche. Pour finir sur les méthodes, donc concernant la méthode basée sur la distribution, elle s'appuie sur les caractéristiques de distribution de l'échantillon. Ces méthodes donnent une valeur minimale en dessous de laquelle un changement pourrait être dû à une erreur de mesure plutôt qu'à un changement de l'état clinique. Donc elles ont l'avantage d'être plus simples d'utilisation car elles ne requièrent aucun indicateur externe. On retrouve ici les différentes formules utilisées pour la méthode d'ancrage. Donc nous avions la méthode par écart type et la méthode par erreur standard de mesure. Donc concernant la méthode d'ancrage, seul le questionnaire MMRC a pu être retenu comme indicateur externe puisque seulement celui-ci avait un coefficient de corrélation supérieur à 0,3 et une valeur P inférieure à 0,05. Donc nous avons ensuite réalisé la courbe ROC en distinguant les patients au-dessus et en dessous de la DMI du MMRC. Et celle-ci a pu être retenue car, étant donné que nous avions une R sous la courbe supérieure à 0,7 comme il est recommandé. Ensuite, nous pouvons voir sur le tableau situé en bas les sensibilités et les spécificités en fonction des valeurs seuil. Et la valeur pour laquelle la sensibilité et la spécificité est maximale correspond au rang 18, c'est-à-dire 13,5 cm d'eau, avec une sensibilité à 67,5 et une spécificité de 75%. Pour terminer sur ces résultats, en utilisant la méthode basée sur la distribution, nous avons pu estimer une différence minimale importante de 7,5 cm d'eau selon l'écart type et de 8,1 cm d'eau selon l'erreur standard de mesure. Donc mon objectif secondaire lors de ce travail était de déterminer une différence minimale importante chez les patients les plus répondeurs à l'entraînement des muscles inspiratoires, c'est-à-dire ceux présentant une PI max inférieure ou égale à 60 cm d'eau, comme l'ont recommandé Lauters et Gosling que j'ai cité au début de ce travail. Donc à travers ceci, je souhaitais observer la façon dont le placement initial du patient influait sur le changement nécessaire pour ressentir un effet. Et selon mes résultats, quelle que soit la méthode, nous retrouvons une DMI moins importante chez ces patients. Donc ce qui est à retenir de ce travail, nous retrouvons ici un écart important entre les résultats établis par les deux catégories de méthodes. La méthode basée sur la distribution s'appuie uniquement sur les données statistiques, la place accordée au patient est donc assez faible, tandis que la méthode basée sur l'ancrage s'appuie sur le ressenti du patient. En effet, ici nous avons démontré une corrélation entre le changement de la PI max et le changement du questionnaire, enfin de l'échelle MMRC, qui évalue le degré d'incapacité engendré par l'essoufflement sur les activités de la vie quotidienne. Donc en suivant cette réflexion, nous proposons une DMI de 13,5 cm d'eau déterminée par ancrage. Bien que on ait réussi à réaliser la méthode d'ancrage, cette DMI se base sur une faible corrélation entre le changement de la PI max et celui du MMRC. Il s'agit donc d'une première étude visant à estimer cette DMI, toutefois il semble important d'en réaliser de nouvelles afin de valider cette proposition. Ensuite, je souhaitais terminer par les impacts de ce travail dans la pratique clinique. Donc premièrement, la notion de DMI. Donc la DMI, elle permet de faire une distinction essentielle entre un résultat qui est statistiquement significatif et un résultat qui est cliniquement pertinent. C'est un lien direct entre la recherche et la clinique. Cependant, je tiens à signaler une DMI varie d'un type de population à l'autre et sa généralisation est donc limitée. Ça a été une limite dans ce travail dans le sens où j'ai pu utiliser à certains moments des DMI qui ne convenaient pas toujours à des patients atteints de BPCO sévères, très sévères, lors d'un programme de réhabilitation respiratoire, mais c'est aussi une limite dans l'interprétation des résultats dans la pratique clinique. Par conséquent, les chercheurs en kinésithérapie devraient être encouragés à augmenter le nombre de recherches concernant les estimations de DMI pour les tests les plus couramment utilisés. Plus nous serons informés des DMI, plus nous donnerons de valeur scientifique à nos résultats. Et ensuite, la métrologie, donc c'est un domaine vaste et complexe, mais qui est nécessaire et qui nous permet de mettre en place des bilans et des diagnostics qui soient fidèles. Et pour mettre en place ce type de bilan, nous devons disposer de tests dont on connaît les qualités psychométriques, donc la validité, la fiabilité, la réactivité, mais aussi le protocole de mise en œuvre, et comme nous avons pu le voir avec la DMI, la population dans laquelle il a été étudié. Bien entendu, une prise en soin ne doit pas se baser uniquement sur les données scientifiques. Nous devons laisser une part à notre expertise ainsi qu'aux préférences du patient. Cependant, les données recueillies pendant l'admission du patient doivent être justes et se rapprocher au mieux de sa réalité afin de mettre en place un traitement qui soit efficace. Donc voici la bibliographie.
et je vous remercie de votre attention.